Les choses les plus brisées deviennent souvent les plus précieuses. Il était une fois, dans un petit village niché entre les collines de Provence, un lieu où le temps semblait suspendu. Les maisons de pierre blanche brillaient sous le soleil, les oliviers dansaient au gré du vent, et chaque matin les villageois se réveillaient avec la certitude que leur vie était simple, prévisible, parfaite. Mais, au cœur de ce village, vivait un homme que personne ne remarquait. Son nom était Étienne. Un potier solitaire, aux mains calleuses, au regard fatigué. Il créait des vases, des bols, des cruches. Mais chacune de ses créations portait une imperfection, une fissure, une asymétrie, un défaut visible. Et pour cela, il était méprisé. Les villageois achetaient leurs poteries ailleurs. Étienne ne sait rien faire de bien, disait-il. Ses œuvres sont imparfaites, comme lui. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que l'imperfection d'Étienne allait bientôt révéler la plus grande leçon de leur vie. Le village s'appelait Saint-Clair-des-Lumières, un nom qui portait en lui une promesse, celle d'un endroit où tout était clair, lumineux, parfait. Les rues pavées serpentaient entre des maisons aux volets colorés, des jardins fleuris embaumaient l'air de lavande et de romarin. Chaque dimanche, les cloches de l'église résonnaient, appelant les habitants à la messe, et chaque soir, les familles se rassemblaient autour de grandes tables en bois pour partager le pain et le vin. C'était un monde figé, dans une beauté presque irréelle. Les fermiers cultivaient leurs terres avec précision, les boulangers pétrissaient leurs pâtes avec dévotion, les couturières cousaient des robes impeccables, sans un fil qui dépasse. Tout devait être parfait, tout devait être à sa place. Dans ce village, l'imperfection était une tâche, une honte, un signe de faiblesse. Les enfants grandissaient en apprenant qu'il fallait être les meilleurs. Les parents répétaient sans cesse « Ne te trompe pas, ne déçois personne, sois irréprochable ». Et ceux qui ne répondaient pas à ces attentes étaient oubliés, ignorés, rejetés. Étienne avait grandi dans ce monde. Il se souvenait encore de son enfance, quand il courait pieds nus dans les champs, quand il riait avec les autres enfants, quand il rêvait de devenir un grand artisan, respecté et admiré. Mais la vie en avait décidé autrement. À l'âge de 15 ans, son père, un potier renommé, était mort subitement. Étienne avait dû reprendre l'atelier familial, seul, sans formation complète, sans guidance. Il avait essayé. Oh, comme il avait essayé. Ses mains tremblaient sur le tour de potier. Ses doigts glissaient sur l'argile humide. Et chaque vase qu'il créait portait une marque, une fissure, une irrégularité. Au début, les villageois avaient été compréhensifs. « Il est jeune, disait-il. Il apprendra. » Mais les années avaient passé et Étienne n'avait jamais atteint la perfection. Ses poteries restaient imparfaites. Toujours. Alors, peu à peu, les clients s'étaient détournés de lui. Ils préféraient acheter leurs cruches et leurs bols chez Marcel, le potier du village voisin, dont les créations étaient impeccables, symétriques, sans défaut. Étienne était devenu invisible. Il vivait seul dans une petite maison à l'orée du village, près d'un ruisseau qui murmurait jour et nuit. Son atelier était sombre, poussiéreux, rempli de poteries invendues. Il travaillait encore, non pas pour vendre, mais parce que c'était tout ce qu'il savait faire. Chaque matin, il se levait avant l'aube. Il pétrissait l'argile avec ses mains fatiguées. Il façonnait des formes, encore et encore, espérant qu'un jour, peut-être, il créerait quelque chose de parfait. Mais ce jour ne venait jamais. Et chaque soir, quand il refermait la porte de son atelier, il sentait le poids du regard des autres, les murmures, les jugements, les moqueries. « Pauvre Étienne », disaient les femmes au marché, « il ne sert à rien. » Deux et poteries sont aussi ratés que sa vie, ajoutaient les hommes à la taverne. Même les enfants, innocents et cruels à la fois, le montraient du doigt en riant. C'est lui, le potier raté. Étienne encaissait tout en silence. Il baissait la tête, il serrait les mâchoires, et il continuait. Car au fond de lui, malgré la douleur, malgré l'humiliation, il croyait encore en quelque chose. Une petite flamme, fragile mais tenace, brûlait dans son cœur. Il croyait que chaque chose, même imparfaite, avait une raison d'être. Il croyait que les fissures, les défauts, les imperfections n'étaient peut-être pas des erreurs, mais des marques d'humanité. Mais personne ne le comprenait, personne ne voyait ce qu'il voyait. Et alors, un jour, tout bascula. Un jour où Étienne allait découvrir
que ce qu'il croyait être sa plus grande faiblesse était en réalité son plus grand don. Étienne avait 37 ans, mais son visage portait les marques de 50 années de vie. Ses cheveux bruns étaient striés de gris prématuré. Ses yeux, d'un bleu délavé, avaient perdu leur éclat. Ses mains, larges et puissantes, étaient couvertes de cicatrices, de brûlures, de coupures accumulées au fil des années passées à travailler l'argile et le feu. Il était grand, voûté par le poids de la solitude. Ses vêtements étaient simples, une chemise de lin élimée, un pantalon de toile taché d'argile, des sabots usés. Il ne possédait presque rien. Quelques meubles dans sa maison, quelques outils dans son atelier, et des centaines de poteries imparfaites qui s'empilaient dans les coins, témoins silencieux de ses échecs. Mais ce que les villageois ne voyaient pas, c'est que derrière cette apparence brisée se cachait une âme d'une profondeur insondable. Étienne était un homme de silence. Il parlait peu, pas parce qu'il n'avait rien à dire, mais parce qu'il avait appris que les mots souvent ne servaient à rien. Les gens entendaient ce qu'ils voulaient entendre. Ils voyaient ce qu'ils voulaient voir. Alors, il s'était réfugié dans son travail, dans le geste répété de pétrir l'argile, dans le mouvement hypnotique du tour de potier, dans le crépitement du feu de son four. Chaque matin, avant que le village ne s'éveille, Étienne descendait au ruisseau pour puiser de l'eau fraîche. Il aimait ce moment, le silence, la brume qui flottait au-dessus de l'eau, le chant des oiseaux qui annonçait le jour. Il s'agenouillait au bord du ruisseau, plongeait ses mains dans l'eau glacée et regardait son reflet, un visage fatigué, un homme que personne n'aimait, un homme que personne ne respectait. Mais dans ces moments-là, au bord de l'eau, Étienne se souvenait de quelque chose. Il se souvenait de son père qui sentait la terre et la fumée. Son père qui avait des mains douces malgré leur rudesse. Son père qui lui avait dit, juste avant de mourir, « Étienne, mon fils, écoute-moi bien. Le monde cherche la perfection, mais la perfection n'existe pas. Ce qui existe, c'est la beauté dans l'imperfection. Ce qui existe, c'est la vérité dans les fissures. Ne l'oublie jamais. » Étienne n'avait jamais oublié, même quand les villageois le méprisaient, même quand ses poteries ne se vendaient pas. Même quand il se couchait le soir avec la faim au ventre et la solitude dans le cœur, il continuait à croire en cette phrase. La beauté dans l'imperfection. C'était sa philosophie, sa boussole, son unique lumière dans l'obscurité. Et c'est cette philosophie qui guidait chacun de ses gestes. Quand il modelait un vase, il ne cherchait pas à le rendre parfait. Il laissait l'argile lui parler, il laissait ses mains suivre leur propre rythme. Et quand une fissure apparaissait, il ne la corrigeait pas. Il la laissait là, car pour lui, cette fissure racontait une histoire. Elle racontait la fragilité de la vie, la beauté de l'impermanence, la vérité de l'existence humaine. Mais les villageois ne voulaient pas d'histoire, ils voulaient des objets parfaits, utiles, sans défaut. Alors Étienne vivait en marge, invisible, oublié. Il ne se plaignait jamais, il ne pleurait jamais, du moins pas en public. Mais parfois, la nuit, quand le silence devenait trop lourd, quand la solitude devenait insupportable, il s'asseyait sur le seuil de sa porte, regardait les étoiles et laissait les larmes couler. Des larmes silencieuses, des larmes qui ne changeaient rien. Et pourtant, il se relevait toujours, chaque matin sans faute, parce qu'au fond de lui, Étienne portait quelque chose que personne ne pouvait lui enlever, la résilience. Une résilience née de la douleur, une résilience forgée dans l'échec, une résilience qui un jour allait transformer sa vie et celle de tout le village. Mais pour l'instant, il ne le savait pas encore. Il était simplement un homme seul, méprisé, incompris, un homme qui continuait à créer, malgré tout, un homme qui refusait d'abandonner, même quand le monde entier lui tournait le dos. Et c'est précisément cette obstination, cette foi inébranlable dans la beauté de l'imperfection, qui allait bientôt attirer vers lui un événement extraordinaire, un événement qui commencerait par un simple objet, un objet qu'il allait créer sans le savoir, et qui allait changer le destin de tous. C'était un matin d'automne. Le ciel était gris, chargé de nuages lourds qui annonçaient la pluie. Les feuilles des arbres, dorées et rousses, tombaient lentement, tapissant les chemins d'un tapis craquant. Étienne était dans son atelier comme tous les jours. Le tour de potier tournait sous ses mains. L'argile humide glissait entre ses doigts.
Il travaillait machinalement, sans vraiment penser, laissant ses mains guider le geste. Mais ce matin-là, quelque chose était différent. Il ne savait pas quoi. Une sensation étrange, une présence invisible, comme si l'air lui-même était chargé d'une énergie particulière. Étienne plongea ses mains dans l'argile et commença à façonner une nouvelle forme, un bol, simple, ordinaire. Mais au fur et à mesure que ses doigts modelaient la terre, le bol prenait une forme inhabituelle. Il n'était pas parfaitement rond, ses bords étaient irréguliers, et au centre, une fissure apparut, une longue fissure, profonde, qui traversait tout le bol. Étienne s'arrêta, il regarda la fissure. Normalement, il aurait dû écraser l'argile et recommencer. C'était ce qu'on lui avait appris. Un objet fissuré est un objet raté. Mais ce matin-là, quelque chose le retint. Il regarda la fissure de plus près, et il vit quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. La fissure ne détruisait pas le bol. Elle le complétait. Elle traçait une ligne sinueuse, presque vivante, qui donnait au bol une âme, une histoire, une identité. Étienne eut une intuition, une idée folle. Et si, au lieu de cacher la fissure, il la mettait en valeur, il laissa le bol sécher, puis il le passa au four. Une fois cuit, il prit un petit pot de poudre d'or qu'il gardait précieusement depuis des années. C'était un cadeau de son père, de la poudre d'or véritable, rare et précieuse. Il n'avait jamais osé l'utiliser. Il la gardait comme une relique, un souvenir. Mais ce jour-là, il ouvrit le petit pot, mélangea la poudre d'or avec de la résine et, avec un pinceau fin, il commença à remplir la fissure, lentement, délicatement, avec une précision qu'il n'avait jamais eue auparavant. Et sous ses yeux, le bol se transforma. La fissure, autrefois symbole d'imperfection, devint une ligne d'or brillante. Elle traversait le bol comme une rivière de lumière. Elle ne cachait pas la blessure. Elle la célébrait. Quand Étienne termina son travail, il recula d'un pas et contempla son œuvre. Le bol n'était pas parfait, mais il était magnifique. Il était unique, vivant, vibrant. Il racontait une histoire de fragilité et de force, de rupture et de réparation, de douleur et de beauté. Étienne sentit quelque chose monter en lui, une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps, de la fierté. Pour la première fois depuis des années, il était fier de ce qu'il avait créé. Il posa le bol sur une étagère à côté des autres poteries imparfaites. Mais celui-ci se détachait. Il brillait, il attirait le regard. Étienne ne savait pas encore ce que ce bol représentait. Il ne savait pas que cette création allait devenir le symbole de toute son existence. Il ne savait pas que, dans la tradition japonaise, cette technique s'appelait le kintsugi, l'art de réparer les objets brisés avec de l'or, en considérant que les cicatrices ne sont pas des défauts, mais des embellissements. Il ne savait pas que ce bol allait attirer l'attention d'une personne qui changerait sa vie. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il venait de créer quelque chose de vrai, quelque chose qui venait du plus profond de son âme. Et cela suffisait. Il rangea son atelier, ferma la porte et rentra chez lui. La pluie commença à tomber. Une pluie fine et froide qui lavait les rues du village. Et dans l'obscurité de son atelier, le bol doré brillait doucement, comme une petite lumière dans la nuit. Un symbole d'espoir, un symbole de résilience, un symbole qui bientôt allait révéler sa véritable puissance, car ce bol n'était pas un simple objet. C'était une métaphore vivante de la vie d'Étienne. Et comme toutes les grandes métaphores, il allait bientôt prendre vie. Mais avant cela, Étienne devait traverser l'épreuve la plus difficile de son existence, une épreuve qui commencerait par une perte, une injustice, un coup du destin et qui le pousserait au bord du gouffre. 3 jours après avoir créé le bol doré, Étienne reçut une visite inattendue. C'était un matin glacial, le vent soufflait fort, faisant claquer les volets des maisons. Étienne était dans son atelier, occupé à préparer de l'argile, quand il entendit frapper à la porte. Il ouvrit. Devant lui se tenait Monsieur Beaumont, le maire du village. Un homme corpulent, au visage rouge, aux yeux froids. Il portait un costume sombre et tenait à la main un document officiel. « Étienne », dit-il d'une voix sèche, sans même un bonjour, « je dois te parler. » Étienne s'effaça pour le laisser entrer, mais le maire resta sur le seuil, comme s'il refusait de salir ses chaussures dans cet atelier misérable. « J'ai une mauvaise nouvelle.
continua Beaumont. Le conseil municipal a pris une décision. Ton atelier se trouve sur un terrain qui appartient à la commune. Nous avons décidé de le vendre à un commerçant qui veut construire une nouvelle boutique ici. Tu as 1 mois pour partir. Étienne sentit son cœur s'arrêter. Partir, murmura-t-il. Mais cet atelier appartenait à mon père. J'y travaille depuis 20 ans. C'est tout ce que j'ai. Le maire haussa les épaules avec indifférence. Ton père ne payait qu'un loyer symbolique. Le contrat est expiré depuis longtemps. Et franchement, Étienne, cet atelier ne sert à rien. Tes poteries ne se vendent pas. Tu ne contribues en rien à la prospérité du village. Il est temps de laisser la place à quelqu'un de plus utile. Le mot tomba comme une pierre. Utile. Étienne n'était pas utile. Il regarda le maire dans les yeux, cherchant une once de compassion, une lueur d'humanité. Mais il ne trouva rien, juste du mépris. « J'ai des créations en cours !» dit Étienne d'une voix tremblante. « Des pièces qui doivent encore passer au four. Je ne peux pas tout abandonner en 1 mois. Ce n'est pas mon problème, » répondit Beaumont en lui tendant le document. « Voici l'avis d'expulsion. Si tu ne pars pas dans les délais, nous ferons intervenir la force publique. » Il tourna les talons et s'éloigna sans un regard en arrière. Étienne resta figé sur le seuil, le papier dans les mains. Le vent glacial s'engouffra dans l'atelier, faisant voler de la poussière d'argile. Il rentra lentement, ferma la porte et s'assit sur un tabouret. Autour de lui, ses poteries imparfaites semblaient le regarder en silence, témoins de toute une vie de travail, de passion, d'obstination. Et maintenant, tout cela allait disparaître. Étienne posa sa tête entre ses mains. Il ne pleurait pas. Il était au-delà des larmes. Il était dans un état de choc, d'incrédulité. Comment était-ce possible ? Comment pouvait-on lui arracher la seule chose qui donnait un sens à sa vie ? Les jours qui suivirent furent un cauchemar. La nouvelle de l'expulsion se répandit dans le village comme une traînée de poudre, et au lieu de susciter de la compassion, elle déclencha une vague de moquerie. « Tu as entendu ? Le potier raté va enfin partir. C'était prévisible. Un homme sans talent ne mérite pas de garder un atelier. Bon débarras. » Sa boutique faisait honte au village. Même les enfants, cruels dans leur innocence, chantaient une comptine qu'ils avaient inventée. Étienne le potier fait des bols cassés, personne n'en veut, alors il s'en va tout seul. Étienne entendait tout. Il voyait les regards, les sourires narquois, les hochements de tête satisfaits. Il continuait à travailler, mécaniquement, sachant que chaque pièce qu'il créait serait probablement la dernière. Mais le pire restait à venir. Un soir, alors qu'il rentrait chez lui après une journée épuisante, il croisa Claire. Claire était la seule personne au village qui lui avait toujours adressé un sourire. Une jeune femme douce, aux yeux noisettes, qui travaillait à la boulangerie. Il n'avait jamais vraiment parlé, mais Étienne la regardait souvent de loin, avec une timidité maladive. Ce soir-là, Claire marchait avec un jeune homme. Ils riaient ensemble, main dans la main. Quand elle croisa Étienne, elle détourna le regard. Pas un sourire. Pas un signe de reconnaissance, juste le silence. Et Étienne comprit. Même elle, la seule lueur de douceur dans sa vie solitaire, ne voulait plus être associée à lui. Il était devenu un paria, un homme sans valeur, sans avenir, sans rien. Cette nuit-là, Étienne ne dormit pas. Il resta assis dans son atelier, entouré de ses poteries, regardant le bol doré qui brillait faiblement à la lumière d'une bougie. Et pour la première fois depuis des années, il se posa la question qu'il avait toujours refusé de se poser. Est-ce que ma vie a un sens ? Est-ce que je vaux quelque chose ? Le silence lui répondit, et ce silence était insupportable. Le lendemain matin, Étienne se rendit au marché du village pour acheter du pain. Il n'avait presque plus d'argent, mais il devait manger. La place du marché était bondée. Les étals débordèrent de fruits, de légumes, de fromage, de viande. Les villageois discutaient, riaient, négociaient. C'était le cœur battant de Saint-Clair-des-Lumières. Mais quand Étienne apparut, un silence étrange se fit. Les conversations s'arrêtèrent. Les regards se tournèrent vers lui. Il avança vers l'étal de la boulangerie, la tête basse, évitant les yeux qui le fixaient. « Tiens, tiens !» lança une voix forte derrière lui. « Voilà notre potier raté !» C'était Gaston, le forgeron, un homme massif, à la voix tonitruante, qui aimait être le centre de l'attention. « Alors, Étienne, on se fait expulser, paraît-il. » Des rires éclatèrent autour de lui. Étienne ne répondit pas. Il tendit quelques pièces à la boulangère
et prit son pain. Mais Gaston n'en avait pas fini. « Tu sais ce que je dis, moi? Je dis que c'est une bonne chose. Un homme qui ne sait rien faire de ses mains n'a pas sa place parmi nous. Regarde-moi, je forge des outils qui durent des décennies. Regarde Marcel, le potier du village voisin, ses créations sont parfaites. Mais toi, tu ne produis que de la camelote fissurée. » Les gens acquiescèrent. Certains ajoutèrent leurs propres commentaires. « C'est vrai, il a raison. Étienne est une honte pour le village. » Étienne sentit ses joues brûler, ses mains tremblèrent. Il voulait partir, disparaître, mais ses jambes ne bougeaient pas. C'est alors qu'une femme âgée, Madame Dubois, s'approcha. Elle avait un visage sévère, des cheveux gris tirés en chignon. Elle pointa un doigt accusateur vers Étienne. « Mon fils, dit-elle d'une voix acide, mon fils t'avait acheté un vase il y a 2 ans pour offrir à sa fiancée. Le vase s'est cassé au bout d'une semaine. Une semaine. Tu imagines l'humiliation. Sa fiancée a rompu avec lui en disant qu'il ne savait pas choisir un cadeau digne d'elle. Et tout ça, c'est de ta faute. » Étienne ouvrit la bouche pour répondre, pour expliquer que les fissures faisaient partie de son art, mais aucun son ne sortit. Que pouvait-il dire? Qui l'écouterait? « Et moi, intervint un jeune homme, j'avais commandé des bols pour mon mariage. Ils étaient tous asymétriques. Mes invités ont ri de moi. Ils ont dit que j'avais acheté de la vaisselle chez un amateur. » Les accusations se multiplièrent. Chacun avait une histoire à raconter, une déception, une colère. Étienne était au centre du cercle, comme un condamné sur une place publique. « Regarde-le », dit une jeune femme en chuchotant assez fort pour que tout le monde entende. « Il ne dit rien. Il ne se défend même pas. C'est pathétique. Peut-être qu'il sait qu'il n'a rien à dire, » ajouta un autre. « Peut-être qu'il sait qu'il est un raté. » Les mots tombaient comme des pierres. Chaque phrase était un coup, chaque rire était une lame. Étienne serra son pain contre sa poitrine et commença à reculer. Mais Gaston n'avait pas terminé. « Attends, Étienne !» cria-t-il. « Avant que tu partes, j'ai quelque chose à te dire. Écoute-moi bien. » Étienne s'arrêta, sans se retourner. « Tu sais pourquoi personne ne t'aime ici ?» continua Gaston. « Ce n'est pas seulement parce que tu es mauvais dans ce que tu fais, c'est parce que tu refuses d'accepter la vérité. Tu t'accroches à ton atelier, à tes poteries ratées, comme si elles avaient de la valeur. Mais elles n'en ont pas, et toi non plus. Tu n'as aucune valeur, Étienne, aucune. » Un silence de plomb tomba sur la place. Étienne sentit quelque chose se briser en lui, quelque chose de profond, d'irréparable. Il ne se retourna pas, il ne répondit pas, il s'éloigna simplement, lentement, comme un fantôme. Derrière lui, les rires reprirent, les conversations recommencèrent. La vie continua, comme si rien ne s'était passé. Mais pour Étienne, plus rien ne serait jamais pareil. Il rentra chez lui, posa le pain sur la table et s'assit dans l'obscurité. Les mots de Gaston résonnaient dans sa tête. « Tu n'as aucune valeur. » Était-ce vrai? Était-il vraiment sans valeur? Il regarda ses mains qui avaient travaillé l'argile pendant 20 ans, ses mains qui avaient créé des centaines de pièces, ses mains qui portaient les cicatrices de toute une vie de labeur. Et il se demanda si tout cela avait un sens, si sa vie avait un sens. Cette nuit-là, Étienne ne mangea pas. Il resta assis dans le noir, perdu dans ses pensées, écrasé par le poids de l'humiliation. Mais quelque part au fond de lui, une petite voix lui murmurait encore les mots de son père. La beauté dans l'imperfection. Cette voix était faible, presque inaudible, mais elle était là, et elle refusait de mourir. Étienne ne dormit pas cette nuit-là. Il resta assis près de la fenêtre, regardant la lune éclairer les toits du village endormi. Les mots de Gaston tournaient en boucle dans son esprit. « Tu n'as aucune valeur. » Mais plus il y pensait, plus une autre voix montait en lui. Une voix qu'il avait enfouie pendant des années. La voix de son père. Il se leva lentement et se dirigea vers un vieux coffre en bois qu'il gardait dans un coin de sa chambre. Il l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvaient quelques objets précieux. Une photo jaunie de ses parents, un vieux tablier taché d'argile et un carnet usé, le carnet de son père. Étienne le prit avec des mains tremblantes. Il l'ouvrit. Les pages étaient remplies de notes, de croquis, de réflexions sur l'art de la poterie. Il tourna les pages jusqu'à en trouver une en particulier. Une page qu'il avait lue des centaines de fois, mais qu'il n'avait jamais vraiment comprise. Jusqu'à maintenant, l'écriture de son père était ferme, presque solennelle. Le monde veut la perfection parce qu'il a peur de la vérité. Mais la vérité, c'est que tout se brise,
tout se fissure, tout change. Et c'est précisément dans ces brisures que réside la vraie beauté. Un objet parfait est un mensonge, un objet imparfait est une histoire. Ne cherche jamais à effacer les fissures de tes créations, mon fils. Célèbre-les, car c'est dans nos blessures que nous trouvons notre humanité. Étienne ferma les yeux. Les larmes coulèrent sur ses joues. Son père avait raison. Toute sa vie, il avait essayé de créer des objets parfaits pour plaire aux autres, et chaque fois qu'il échouait, il se sentait comme un raté. Mais maintenant, il comprenait. Il ne créait pas des objets ratés. Il créait des objets honnêtes. Ses poteries portaient les marques de ses mains imparfaites. Elles portaient les traces de ses émotions, de ses doutes, de ses espoirs. Elles étaient vivantes. Et c'est pour cela qu'elles étaient belles. Étienne se leva et retourna dans son atelier. Il alluma une bougie et regarda autour de lui les centaines de poteries qui s'entassaient dans les coins, les bols, les vases, les cruches, tous fissurés, tous asymétriques, tous rejetés. Mais pour la première fois, il ne vit pas des échecs. Il vit des témoignages. Chaque fissure racontait un moment de sa vie, une émotion, une épreuve, une leçon. Il prit le bol doré, celui qu'il avait réparé avec de la poudre d'or, et le tint à la lumière de la bougie. La fissure brillait comme une rivière de lumière, et soudain, tout devint clair. Ce n'est pas la perfection qui donne de la valeur à une chose, murmura-t-il pour lui-même. C'est son histoire, c'est ce qu'elle a traversé, c'est ce qu'elle a survécu. Il reposa le bol doucement et s'assit sur son tabouret. Et là, dans le silence de la nuit, Étienne prit une décision. Il ne partirait pas en baissant la tête. Il ne laisserait pas les mots de Gaston définir qui il était. Il allait continuer à créer, pas pour plaire, pas pour vendre, mais pour honorer la vérité, pour honorer son père, pour honorer ses propres blessures. Car il avait enfin compris la grande leçon de la vie. Les choses brisées ne sont pas sans valeur. Elles sont précieuses parce qu'elles ont survécu, parce qu'elles portent en elles l'histoire de leur réparation. Le malheur n'est pas une fin, c'est une transformation. Ce que le monde appelle imperfection, le destin appelle préparation. Cette phrase devint son mantra, sa lumière dans l'obscurité. Il la répéta encore et encore, jusqu'à ce qu'elle s'imprime dans son âme. Et à partir de cet instant, quelque chose changea en lui. Il ne cherchait plus l'approbation des autres. Il ne cherchait plus à être aimé, accepté, respecté. Il cherchait simplement à être vrai, à être fidèle à ce qu'il était. Un homme imparfait, un homme brisé, mais un homme debout. Les jours qui suivirent, Étienne continua à travailler dans son atelier. Il créait des pièces encore plus audacieuses. Il laissait les fissures se former. Il les embellissait avec de l'or. Il ne savait pas si quelqu'un les verrait un jour. Il ne savait pas si quelqu'un les apprécierait. Mais cela n'avait plus d'importance. Il créait pour lui-même, pour son âme, pour sa vérité. Et cette simple décision allait bientôt attirer vers lui un événement inattendu. Un événement qui, comme un rayon de soleil après l'orage, allait illuminer sa vie. Mais avant cela, il devait encore traverser une dernière épreuve. Une épreuve qui lui ferait croire, l'espace d'un instant, que tout était enfin résolu, avant de tout perdre à nouveau. 2 semaines plus tard, alors qu'Étienne préparait ses affaires pour quitter l'atelier, quelque chose d'inattendu se produisit. C'était un après-midi pluvieux. Le ciel était sombre, chargé de nuages noirs. Étienne emballait ses dernières poteries dans des caisses en bois, le cœur lourd. Soudain, on frappa à la porte. Il ouvrit. Devant lui se tenait un homme qu'il n'avait jamais vu, un étranger. Il portait un long manteau noir, un chapeau élégant, et tenait une canne à pommeau d'argent. Son visage était fin, intelligent, ses yeux perçants semblaient tout observer. « Monsieur Étienne ?» demanda l'homme d'une voix douce, mais assurée. « Oui », répondit Étienne, surpris. « Je m'appelle Monsieur Laurent, je suis antiquaire et collectionneur d'art, je viens de Paris. » Paris. Le mot résonna comme un rêve lointain dans l'esprit d'Étienne. « Je passais par votre village, » continua l'homme, « et j'ai entendu parler de votre travail. On m'a dit que vous étiez différent, que vos créations étaient inhabituelles. » Étienne baissa les yeux, embarrassé. « Inhabituel, c'est un mot gentil pour dire raté, » murmura-t-il. Monsieur Laurent sourit. « Au contraire. Puis-je entrer ? J'aimerais voir vos œuvres. » Étienne hésita, puis s'effaça pour le laisser passer. L'antiquaire entra dans l'atelier et s'arrêta net. Ses yeux balayèrent les étagères, les caisses, les poteries empilées. Il avança lentement, observant chaque pièce avec une attention minutieuse.
Il prit un bol fissuré entre ses mains, puis un vase asymétrique, puis une cruche avec une anse irrégulière, et finalement, son regard tomba sur le bol doré. Il s'approcha, le prit délicatement et le tint à la lumière qui filtrait par la fenêtre. Ses yeux s'écarquillèrent. « Extraordinaire », murmura-t-il. « Absolument extraordinaire ». Étienne fronça les sourcils, incrédule. « Vous aimez ?» Monsieur Laurent se tourna vers lui, le visage illuminé d'une passion évidente. « Aimer, monsieur Étienne, ce que vous avez créé ici est bien plus qu'un simple objet. C'est de l'art véritable, du kintsugi, l'art japonais de réparer les objets brisés avec de l'or. Mais vous ne vous êtes pas contenté de réparer. Vous avez transformé la blessure en beauté. Vous avez fait de la fragilité une force. » Étienne resta silencieux, abasourdi. « Combien en avez-vous » demanda l'antiquaire. « Des dizaines, peut-être une centaine. Je les veux toutes. » Le cœur d'Étienne bondit dans sa poitrine. « Toutes. Je suis prêt à vous payer un prix juste. Et ce n'est pas tout. » Monsieur Laurent posa le bol doré avec précaution et plongea son regard dans celui d'Étienne. « J'organise une exposition à Paris dans 3 mois. Une exposition dédiée à l'art de l'imperfection. Je veux que vos œuvres y soient présentées. Vous pourriez devenir célèbre, monsieur Étienne. Reconnu, respecté. » Étienne sentit ses jambes trembler. Il dut s'asseoir. Était-ce réel? Était-ce un rêve? Monsieur Laurent sortit une bourse en cuir de sa poche et la posa sur la table. « Voici un acompte. 1000 francs. Quand je reviendrai chercher les pièces, je vous donnerai le reste. 1000 francs. C'était plus d'argent qu'Étienne n'en avait gagné en 10 ans. Je ne sais pas quoi dire, balbutia-t-il. « Dites oui, » répondit l'antiquaire avec un sourire bienveillant. « Dites oui à votre talent. Dites oui à votre destin. » Étienne prit la bourse entre ses mains tremblantes. Les larmes lui montèrent aux yeux. Pour la première fois depuis des années, il se sentait vu, reconnu, valorisé. « Oui, » murmura-t-il. « Oui. » Monsieur Laurent lui serra la main avec chaleur. « Magnifique. Je reviendrai dans 2 semaines pour tout récupérer. En attendant, continuez à créer. Le monde a besoin de votre vision. » Il quitta l'atelier, laissant Étienne seul avec la bourse d'or. Étienne la regarda, incrédule. Puis, il éclata en sanglots. Des sanglots de joie, de soulagement, de libération. Tout avait changé. Il n'allait plus être expulsé. Il pouvait payer le loyer. Il pouvait garder son atelier. Plus encore, il allait être reconnu, à Paris, dans la capitale de l'art. Les jours qui suivirent furent les plus heureux de sa vie. Il annonça la nouvelle au maire, qui fut forcé d'accepter de prolonger son bail. Il croisa Gaston sur la place du marché et pour la première fois, il marcha la tête haute. Certains villageois, ayant entendu parler de l'antiquaire parisien, commencèrent même à le regarder différemment. « Et tu as entendu, Étienne va exposer à Paris. Peut-être qu'il n'était pas si raté que ça, finalement. » Qui l'aurait cru? Étienne souriait. Il travaillait avec une énergie nouvelle. Il créait des pièces magnifiques, toutes embellies de fissures dorées. Il imaginait déjà l'exposition, les regards admiratifs, les applaudissements, la reconnaissance. Pour la première fois, il croyait en son avenir. Il croyait que le pire était derrière lui, que la lumière avait enfin chassé l'obscurité. Mais le destin, comme toujours, avait d'autres plans. Car ce soulagement, cette joie, cette espérance n'était qu'une illusion, un dernier rayon de soleil avant la tempête. Et la tempête allait bientôt tout emporter. 2 semaines passèrent dans une euphorie fragile. Étienne travaillait jour et nuit, préparant ses plus belles créations pour Monsieur Laurent. Il avait nettoyé l'atelier, organisé ses poteries, emballé les pièces les plus précieuses avec soin. Le bol doré trônait au centre de la table, symbole de sa renaissance. Il attendait le retour de l'antiquaire avec une impatience fébrile. Chaque jour, il guettait la route, espérant voir apparaître la silhouette élégante de l'homme au manteau noir. Mais les jours passaient et Monsieur Laurent ne revenait pas. 1 semaine de retard, puis 2. Étienne commença à s'inquiéter. Il se rendait chaque matin à la poste, espérant une lettre, un message. Rien. Puis un matin glacial de novembre, un jeune messager frappa à sa porte. « Monsieur Étienne ?» demanda le garçon essoufflé. « Oui, j'ai un message pour vous, de la part de Monsieur Laurent. » Le cœur d'Étienne bondit. Enfin, il prit la lettre avec des mains tremblantes et l'ouvrit. Ce qu'il lut le glaça jusqu'aux os. « Monsieur Étienne, c'est avec un profond regret
que je vous écris ces mots. Un terrible événement s'est produit. Mon atelier à Paris a été détruit par un incendie il y a une semaine. J'ai tout perdu. Mes collections, mes œuvres, mes économies, je suis ruiné. Je ne pourrai pas organiser l'exposition comme prévu. Je ne pourrai pas venir chercher vos créations. Je ne pourrai même pas vous rembourser la compte que je vous ai versée. Je suis profondément désolé. Votre talent mérite d'être reconnu, mais je ne suis plus en mesure de vous aider. Avec mes sincères regrets, Monsieur Laurent. Étienne relut la lettre 3 fois, 4 fois. Il ne comprenait pas. C'était impossible. Il sortit de chez lui, la lettre à la main, et courut jusqu'à la poste. Il interrogea le postier, qui confirma. Il y avait bien eu un incendie à Paris. Un antiquaire avait tout perdu. Étienne rentra chez lui, hébété. Tout s'effondrait. L'exposition n'aurait pas lieu. La reconnaissance n'arriverait jamais. Et l'argent qu'il avait reçu, il l'avait déjà dépensé pour payer son loyer et acheter des matériaux. Il était de nouveau au point de départ, mais en pire. Car maintenant, il avait goûté à l'espoir. Et perdre l'espoir après l'avoir touché était 1000 fois plus douloureux que de ne jamais l'avoir eu. Les jours suivants, Étienne sombra dans un gouffre. Il ne mangeait plus, il ne sortait plus. Il restait assis dans son atelier, entouré de ses poteries, regardant le vide. Et comme si le destin voulait l'achever, la tragédie frappa une dernière fois. Une nuit, alors qu'il dormait d'un sommeil agité, un orage violent éclata. Le tonnerre grondait, les éclairs déchiraient le ciel. La pluie tombait en trombe, et soudain, un craquement terrible. Étienne se réveilla en sursaut. Il sortit de chez lui et vit, horrifié, que le toit de son atelier s'était partiellement effondré sous le poids de l'eau. Les poutres en bois, vieilles et pourries, avaient cédé. Il courut à l'intérieur. L'atelier était dévasté. L'eau coulait de partout. Les étagères étaient renversées. Les poteries brisées en milliers de morceaux. Étienne tomba à genoux dans la boue et l'argile mélangée. Tout était détruit. Des années de travail, des centaines de créations, anéanties en une nuit. Il chercha désespérément le bol doré, fouillant dans les débris. Il le trouva, brisé en 3 morceaux. La fissure dorée avait éclaté. L'or s'était dispersé dans la poussière. Étienne prit les morceaux entre ses mains et les serra contre sa poitrine. Et là, dans l'obscurité de la nuit, sous la pluie battante, il hurla. Un hurlement de douleur, de rage, de désespoir absolu. « Pourquoi ?» cria-t-il vers le ciel. « Pourquoi moi ? Qu'ai-je fait pour mériter ça? J'ai essayé, j'ai cru, j'ai espéré, et tu m'enlèves tout, tout !» Mais le ciel ne répondit pas. Seul le tonnerre gronda, indifférent. Étienne s'effondra dans la boue, sanglotant comme un enfant. Il n'avait plus rien. Plus d'atelier, plus de création, plus d'espoir. Il était au fond du gouffre, dans les ténèbres les plus profondes. Et pour la première fois de sa vie, il pensa sérieusement à abandonner, à partir, à disparaître, à cesser de lutter. Car à quoi bon? À quoi bon se battre quand le destin vous écrase encore et encore? Cette nuit-là, Étienne toucha le fond de l'abîme. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que c'est précisément au fond de l'abîme que la lumière la plus puissante allait naître, car le destin n'avait pas fini de lui parler. Et la plus grande révélation de sa vie était sur le point de se produire, une révélation qui transformerait sa douleur en sagesse, ses blessures en beauté et son désespoir en gloire éternelle. Étienne passa 3 jours et 3 nuits sans sortir de chez lui. Il ne mangeait pas, il ne dormait pas. Il restait assis dans l'obscurité, les morceaux du bol doré sur ses genoux. Le 4e jour, à l'aube, quelque chose se produisit. Un rayon de soleil traversa la fenêtre et illumina les fragments du bol. Et dans cette lumière, Étienne vit quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Les morceaux brisés, dispersés sur ses genoux, formaient un motif, une forme, presque une constellation. Il les regarda longuement, en silence, et soudain, une pensée traversa son esprit. Ce bol a été brisé une première fois. Je l'ai réparé avec de l'or. Il est devenu magnifique. Puis il s'est brisé à nouveau. Et maintenant, que dois-je faire? Il posa les morceaux sur la table et les contempla. Dois-je le jeter? Dois-je abandonner? Puis, une autre pensée émergea, plus profonde, plus puissante. Ou dois-je le réparer à nouveau? Et là, dans ce moment de clarté absolue, Étienne comprit. La vie n'était pas une ligne droite vers la perfection. La vie était un cycle de brisures et de réparations, encore et encore, sans fin,
Ce qui importait, ce n'était pas d'éviter les blessures, c'était d'apprendre à les transformer. Il se leva lentement, prit les morceaux du bol et retourna dans son atelier dévasté. Il dégagea les débris, trouva ce qu'il pouvait sauver de ses outils, alluma un feu dans son four miraculeusement intact, et il commença à travailler. Il prit les 3 morceaux du bol et les assembla. Mais cette fois, il ne se contenta pas de remplir la fissure avec de l'or. Il ajouta d'autres fragments, des morceaux d'autres poteries brisées, des éclats de vases, des tessons de cruches, et il les lia tous ensemble avec de l'or. Il travailla pendant des jours, avec une concentration, une intensité, une passion qu'il n'avait jamais connues auparavant. Et quand il termina, il recula d'un pas. Devant lui se tenait une création qu'il n'aurait jamais imaginée. Ce n'était plus un bol, c'était une œuvre d'art, une mosaïque de fragments, unis par des rivières d'or. Chaque morceau racontait une histoire. Chaque fissure était une cicatrice. Chaque éclat était une mémoire. Et ensemble, ils formaient quelque chose de nouveau, quelque chose d'unique, quelque chose de sublime. Étienne regarda son œuvre et pour la première fois depuis des semaines, il sourit, il comprit. Les semaines suivantes, Étienne continua à créer, mais il ne créait plus des poteries parfaites. Il créait des histoires de brisure et de réparation, de chute et de renaissance, de douleur et de beauté. Et lentement, quelque chose d'étrange se produisit. Des voyageurs qui passaient par le village entendirent parler de cet étrange potier qui transformait les objets brisés en œuvres d'art. Un marchand s'arrêta, puis un autre, puis un noble, puis un artiste, et chacun repartait avec une création d'Étienne, ému par la profondeur de ce qu'il avait vu. La réputation d'Étienne se répandit, pas à Paris, pas dans les salons de l'aristocratie, mais dans les cœurs de ceux qui comprenaient que la vraie beauté ne se trouve pas dans la perfection, mais dans l'authenticité. 1 an plus tard, un jeune écrivain vint au village pour rencontrer Étienne. Il écrivit un article sur lui, qui fut publié dans un journal national. Le titre de l'article était « L'homme qui transforme les blessures en or ». Et à la fin de l'article, l'écrivain citait les mots d'Étienne « Personne n'est parfait ». Et c'est là notre plus grande force, car ce sont nos imperfections qui nous rendent humains, ce sont nos blessures qui nous rendent compatissants, ce sont nos échecs qui nous rendent résilients. Ne cherchez jamais à être parfait, cherchez à être vrai, car la vie ne nous brise pas pour nous détruire, elle nous brise pour nous reconstruire, plus fort, plus beau, plus sage. Les fissures ne sont pas des défauts, ce sont des preuves que nous avons survécues. Et l'or avec lequel nous les remplissons, c'est l'amour, la foi, l'espoir que nous trouvons en nous-mêmes, même dans les moments les plus sombres. Si tu te sens sans valeur, regarde tes cicatrices. Elles sont la preuve que tu es toujours debout. Elles sont la preuve que tu es précieux, car ce qui est brisé et réparé est toujours plus fort que ce qui n'a jamais été brisé. Étienne ne devint jamais célèbre, il ne devint jamais riche, mais il devint quelque chose de bien plus important. Il devint libre, libre du jugement des autres, libre de la quête de perfection, libre de la peur de l'échec. Et jusqu'à la fin de ses jours, dans son petit atelier reconstruit, il continua à créer. Des œuvres imparfaites, des œuvres brisées, des œuvres réparées, des œuvres qui murmuraient à ceux qui les regardaient « Tu n'es pas raté, tu es en transformation » et c'est la plus belle chose qui soit.